Je vous propose de démarrer cette réunion qui est dédiée aux finances. Vous le savez, certains d'entre vous nous suivent régulièrement, donc c'est une réunion que nous faisons tous les ans maintenant, depuis 4 ou 5 ans, depuis 2021-2022, concernant les finances. Et donc, nous vous présentons le budget de la ville, les orientations qu'il prend, et pour pouvoir partager avec vous son contenu et que vous soyez informés de ce qui se passe au sein de Corbeil-Essonnes. La nouveauté qui a été une grande surprise pour nous cette année, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de Corbeil-Essonnes que nous n'avons pas à disposer du compte administratif en même temps que le budget 2025. Habituellement, nous avions les deux éléments qui permettaient justement de dire que le budget était bien assis sur des choses réelles arrêtées par la ville, puisque le compte administratif est censé être arrêté au 31 décembre. Habituellement, en février ou en mars, nous en disposions en même temps que le budget. Et donc, nous avions le réalisé 2024, en tout cas le réalisé de l'année précédente, qui nous permettait de voir en fonction du réalisé les perspectives sur 2025. Alors, c'est la première fois. Ça révèle aussi des difficultés de la ville à boucler ses comptes, puisque techniquement, alors il n'y a pas d'illégalité, bien sûr, puisque techniquement la ville dispose jusqu'au 15 ou 30 juin pour pouvoir présenter le compte administratif, mais dans n'importe quelle association, j'ai envie de dire commune, il est commun de connaître en tout cas l'arrêté des comptes pour pouvoir réaliser son budget. Donc on sait ce qui a été dépensé pour savoir ce que l'on budgète pour l'année précédente. C'est une première, et c'est la première fois que ça arrive à Corbeil-Essonnes, donc c'était important de le souligner, puisque nous avions l'habitude les années précédentes de vous présenter justement le réalisé et de vous expliquer les écarts entre le compte administratif et le budget de la ville. Il nous a dit, eh ben, je vais abroger la précédente délibération d'acquisition et maintenant on va acheter un chapiteau, 250 places assises, 400 places debout. Et ceci pour 550 000 € de PTC. Sans la VRD, il y a à peu près 50 000 € de VRD, de voirie pour pouvoir le raccorder. Et on a en plus tous les frais de fonctionnement, le chauffage, le gardiennage, l'entretien, le personnel, qui vont venir se rajouter de manière pérenne, parce qu'on va devoir le payer tous les ans. Donc on est sur un chapiteau qui va coûter un petit peu moins d'1 million d'euros. On Corbeil-Essonnes, alors on ne mérite pas une vraie salle des fêtes en dur. On n'a pas les moyens de payer ça. Deux, est-ce que... Ah oui, puis en plus ils disent que c'est pas une salle des fêtes. Alors ça, il faut qu'ils se mettent d'accord, parce qu'il y en a un qui a dit que c'est pas une salle des fêtes, parce que c'est pris sur les fonds du CCAS, figurez-vous. C'est le compte, oui. C'est le CCAS qui paye, dans sa partie investissement, qui paye ce chapiteau de cirque. Et donc avec un... Alors le CCAS, je pense qu'ils ont d'autres priorités à faire, à venir aider les personnes qui sont le plus en difficulté, en précarité, plutôt que d'acheter un chapiteau de cirque. Donc aujourd'hui, ils vont acheter sur les fonds du CCAS ce chapiteau, et on va avoir donc ça, on ne peut pas avoir en dessous, malheureusement. Et en plus, on va avoir un chapiteau qui va s'installer à Montconseil, à la place de l'ancien héliport. Alors, j'ai pas souvenir d'avoir vu les places de stationnement. Et le stationnement, c'est encore une autre affaire, c'est pas vraiment son sujet non plus. Oui, c'est pas encore son sujet. Donc, voilà. On va mettre presque 1 million d'euros. 1 million d'euros, je ne sais pas ce qu'il disait, monsieur, tout à l'heure, il faisait 100 000 € pour faire la place. Combien 1 million d'euros, on ne peut pas construire une salle des fêtes à Corbeil-Essonnes en dur, plutôt que d'acheter un chapiteau de cirque. Ça se dégrade plus vite qu'un bâtiment. Ah oui, parce que la dégradation, en effet, dans la durée, ça va se dégrader beaucoup plus vite qu'un bâtiment. Juste un peu sur la salle des fêtes. Il faut savoir que c'est un débat qui date pas d'hier, puisque moi j'ai mon beau-père qui est à l'association Mémoire et Patrimoine Vivant, qui m'a ressorti un ancien exemplaire du journal de la ville. Et le numéro 6 de 1963 fait déjà état d'une recherche d'un projet de salle des fêtes. Donc pour vous dire que ce n'est pas un sujet nouveau. Et dans mon intervention au conseil municipal, j'avais évoqué l'idée d'en acheter un d'occasion, puisque je lui dis sur le bon coin, j'en ai trouvé un, on peut même mettre 900 personnes. Et il coûte que 220 000 €. Et il avait 4 ans. Ça veut dire que ça se dévalue à une vitesse grand V. Et dans 10 ans, il sera mort, le Magic Mirror, parce que c'est de la toile de cirque, au bout d'un moment, avec un usage
plus ou moins intensif, ça ne résistera pas autant. Donc on investit dans du matériel qui ne sera même pas pérenne et qu'on ne pourra pas laisser aux générations suivantes parce qu'il sera hors d'usage. Merci Eric. Et donc voilà, donc on a tellement toujours un emprunt prévu de 6 millions d'euros à des taux importants. Donc au final, on se retrouve avec une explosion de notre masse salariale qui passe de 43 à 51 millions d'euros, pas d'amélioration du service public qui est rendu à la population. Depuis 2021, toujours les mêmes projets reportés d'année en année. On les voit arriver tous les ans et ils sont équilibrés avec des ressources qui sont les emprunts notamment. Et les emprunts sont bien souscrits, par contre, on n'a absolument rien. Quand je pose la question au maire qui me donne quelles sont les réalisations majeures qu'il a fait pour la ville pendant son mandat, il ne répond pas, figurez-vous. Il va nous parler de politique nationale, il va nous parler de plein de choses, sauf du quotidien des habitants. Et il va m'attaquer sur ma personne, hein, bien sûr, bien plus que nous expliquer en quoi est-ce qu'il rend compte du mandat qui lui a été confié par les Corbeil-Essonnois. On a un budget pour lequel nous sommes dépendants de dépenses qui sont non renouvelables. Parce qu'une fois qu'on a vendu nos biens, on n'en a plus. Donc jusqu'où on va aller, à un moment donné, ce budget ne sera plus du tout équilibrable et on voit bien qu'il va être difficilement soutenable dans la durée. Donc on est bien dans une difficulté financière qui, je l'espère, s'arrêtera rapidement pour ne pas qu'on mette la ville en grande difficulté. On a une rigidité de la masse salariale, puisqu'en fait, il y a un terme technique qui s'appelle l'AGVT, le glissement vieillesse technicité, qui est l'augmentation naturelle. En fait, on a des fonctionnaires, ils avancent naturellement dans leur carrière, et donc naturellement, la masse salariale augmente. Donc, et au-delà de ça, on a tous les recrutements qu'ils ont faits à des salaires très élevés, donc on va avoir, quoi qu'il arrive, une évolution de la masse salariale. Donc on s'est vraiment mis des boulets aux pieds par rapport à ça, d'autant plus qu'on n'a même pas le service attendu par la population avec le personnel communal. Alors, il est pour, j'en jette pas du tout la pierre, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont. Et en plus, quand ils viennent nous parler, ils nous expliquent qu'ils n'ont même pas de moyens. Moi, j'avais un cantonnier qui est venu me voir, mais il me dit, on n'a même pas de machine. On a une machine pour toute la ville. Et il me dit, en fait, on n'arrive pas à nettoyer la ville. Donc, ils sont très embêtés. Eux, ils nous demandent qu'à bénéficier de matériel et de moyens. Sauf que ce budget, comme je vous l'avais dit au DOB, ce budget, il prévoit 13% de réduction des moyens de fonctionnement des services de la ville. Donc on a une masse salariale qui croît, des personnes de plus en plus nombreuses et des moyens de fonctionnement qui diminuent. Donc on a des gens assis derrière un bureau qui se croisent les bras. Et ils attendent parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir réaliser les projets, ou en tout cas, on ne leur donne pas les moyens de travailler. Vous pouvez avoir le meilleur scénariste, s'il n'a pas un stylo pour écrire ce qu'il doit faire, il ne peut pas faire grand-chose. Donc aujourd'hui, on a un soutien total avec le personnel communal, qui au contraire, aujourd'hui, est malheureusement très en difficulté, parce qu'ils n'ont même pas les moyens de réaliser les missions de service public pour lesquelles ils ont été recrutés. Donc on a un budget qui nous offre peu de capacité à faire face à des imprévus. Donc c'est pas du tout un budget prudent. On ne peut pas faire face à des imprévus si jamais on nous arrive. On voit bien qu'on est sur un budget un peu d'urgence. Et surtout, c'est un budget qui est contraint par un autofinancement qui est fragile, puisqu'en fait, on a des ratios financiers qui sont pas du tout bons. Et je crois d'ailleurs, et ça va être l'objet de l'intervention de Jean-Luc, qui va pouvoir vous en parler bien mieux. Mais oui, bien mieux que moi. Alors, on avait prévu quelques éléments, mais on en parlera peut-être plus tard. On voulait vous parler pour ce qui, selon nous, était vraiment oublié, les priorités de la ville qui sont oubliées, la sécurité. Notre diagnostic, il est sans appel. On a une augmentation des risques entre les quartiers. On a Corbeil-Essonnes est numéro 1 dans le vol de véhicules, dans toutes les zones. On a la police municipale, elle est en sous-effectif, elle ne dispose pas de moyens. Aujourd'hui, on est vraiment en très grande difficulté, si ce n'est clairement pas le budget sur lequel les caméras, ils nous disent que la priorité, c'est la sécurité. Ils ont installé une caméra par an. Une. Quand ils sont arrivés, il y en avait 156. Et quand elle marche. Et quand elle marche, vous avez raison, monsieur. Et quand elle marche. Et quand ils sont arrivés, ils ont mis 160 caméras. Donc ils en ont installé 4. 4 par an. Alors il a inauguré là le centre de surveillance pour la vidéoverbalisation. Bon, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il n'y a que quelques rues qui sont prévues et c'est là où il y a les dépôts sauvages habituels. C'est pas toute la ville qui est vidéoverbalisable.
Il n'y a que quelques rues qui sont prévues, c'est là où il y a les dépôts d'encombrants. Ces rues, on les a, il va y en avoir moins d'une dizaine dans toute la ville qui sont sous vidéo-verbalisation. La propreté, hein, donc ça je pense qu'aujourd'hui on a le droit à un nouveau slogan qui le dévoile, hein, voilà, toujours, parce qu'il est responsable de rien, vous savez, hein, c'est quelqu'un, faut faire attention, parce que pour le coup, la ville est salie, elle n'est pas sale, et en fait elle est salie parce que c'est les autres qui la salissent, et pour rien, vous savez. Alors qu'aujourd'hui, en fait, la responsabilité du maire, il a une obligation de salubrité publique. Aborder de façon précise les problèmes financiers et la situation budgétaire de Corbeil-Essonnes, ça mériterait un séminaire de plusieurs heures. Le sujet a été quelque peu défloré par Samira, donc je vais essayer de ne pas faire trop de redites par rapport à ce qui a été déjà annoncé. En préambule, je souhaiterais dire les quelques mots suivants. Ma présence ce matin à votre réunion risque de faire des gorges chaudes dans la ville. Donc je voudrais rappeler que je ne suis pas une prise de guerre politique. Je ne prépare pas les élections municipales de 2026. Je n'aurai pas de destin électoral à Corbeil-Essonnes. J'aurai 78 ans l'année prochaine au moment des élections. Ce n'est plus un âge pour commencer à faire de la politique. Si je suis là ce matin, c'est parce que je suis un citoyen engagé, qui a toujours pris ses responsabilités, qui est passionné par le service public, et qui est un amoureux de sa ville, et qui par conséquent éprouve, bien que je sois plutôt d'un naturel discret, si ce n'est timide, qui éprouve de temps en temps le besoin de prendre position publiquement quant à l'évolution que je trouve assez déplorable de cette ville. Alors, pour comprendre le sens des deux lettres ouvertes que j'ai pu faire aux élus, notamment celle du 20 mars dernier, permettez-moi de faire un peu d'histoire pour bien comprendre les choses. Donc après la longue carrière qui a été la mienne et qu'a résumé en quelques mots Samira Ketfi tout à l'heure à la ville de Corbeil-Essonnes et au Siard, j'ai donc pris ma retraite en 2011. J'ai créé mon bureau d'études en 2012 qui est inscrit au registre du commerce. J'ai pris mes distances par rapport aux problématiques municipales pendant près de 10 ans, en faisant des missions importantes à l'étranger, essentiellement dans le sud-est asiatique et en Afrique. Et puis, en 2020, le maire Bruno Perriot m'a demandé de faire une mission d'assistance et de conseil pour la ville dans le domaine de l'aménagement et de l'environnement, ce que j'ai fait pendant 2 ans, du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022. Expérience pas très concluante pour moi, à vrai dire vraisemblablement pas pour le maire non plus, puisque mon contrat n'a pas été renouvelé. J'ai été l'objet d'un accident sérieux en 2023 qui m'a tenu éloigné de toutes les réalités locales pendant toute cette année, où j'ai été hospitalisé pendant 2 mois et demi et ensuite avoir subi une rééducation intensive de plusieurs mois. Et c'est en novembre 2023 que j'ai adhéré à Corbeil-Essonnes Environnement, en essayant
réveillé cette association qu'un de ses anciens présidents, M. Sirami, actuel conseiller municipal, qualifie de moribonde. Et j'ai réalisé de nombreuses études dans l'hiver 2023-2024, et ça a notamment conduit, je me permets d'y faire référence ce matin, parce que je pense que les élus de toute sensibilité doivent impérativement tenir compte dans la définition de leur politique d'aménagement et de gestion de la ville, de la stratégie d'aménagement urbain pour l'avenir de Corbeil-Essonnes, qui a été adressée au maire. Bien évidemment, ça n'a fait l'objet d'aucune réponse et d'aucune suite, qui est un document que j'ai rédigé et qui comporte notamment 2 paragraphes qui sont en relation directe avec ce que nous évoquons ce matin, à savoir les finances communales. Je me permets de les rappeler. Je cite donc: le PLU et plus généralement la politique d'urbanisme de la municipalité doivent être le reflet d'une politique soucieuse des capacités financières de la commune, veillant aux répercussions directes et indirectes sur les impôts communaux et les redevances des usagers, et tenant compte notamment des études socio-économiques et fiscales réalisées depuis le début du présent mandat. Je terminerai cette présentation par les études. Je continue. Pour ce faire, la municipalité doit lutter contre la spéculation foncière et limiter le développement démographique. Les opérations immobilières ne doivent avoir aucun impact négatif sur les budgets publics, grâce à une politique de participation financière des promoteurs, aménageurs et constructeurs qui doivent prendre en charge les impacts financiers des projets sur les équipements et services publics rendus nécessaires par l'accueil de nouveaux habitants. Fin de citation. Donc je passe, compte tenu du fait que nous sommes avancés dans le temps, je passe sur les autres études que j'ai été amené à faire pour Corbeil-Essonnes Environnement, pour arriver très directement à la première lettre ouverte que j'ai faite aux élus de Corbeil-Essonnes le 10 mai 2024. Pardon. Quelques extraits de cette première lettre ouverte, dont je n'ai pas rappelé tout le contenu dans la deuxième, ça n'aurait servi à rien. L'association Corbeil-Essonnes Environnement ayant décidé en avril 2024 de ne plus s'intéresser aux dimensions financières de la politique d'aménagement de la municipalité. Je vous laisse interpréter pourquoi. J'ai été conduit le 10 mai dernier, donc 2024, à adresser une lettre ouverte aux élus municipaux intitulée SOS Corbeil-Essonnes, accompagnée d'une analyse du compte administratif 2023 et du budget 2024, dont le bilan global était le suivant. Malgré une augmentation en 2023 de la fiscalité locale d'environ 19%, l'année 2024 devra se clore avec un ratio de capacité de désendettement. C'est un peu compliqué, je vais y revenir. Donc un ratio de capacité de désendettement prévisible de 15,61 années, entre parenthèses 10,80 au budget cognitif 2023, bien au-dessus du seuil d'alerte 10 ans et du plafond national de référence fixé à 12 ans maximum, ce qui pourrait conduire, j'aurais même pu écrire d'ailleurs, ce qui devrait conduire le préfet et la Chambre régionale des comptes à intervenir. Et je vais maintenant évoquer, je l'ai fait dans mes 2 lettres ouvertes, l'une des choses les plus importantes, à mon avis fondamentales. C'est le problème des attributions de compensation de GPS. Je vais m'expliquer. L'attribution de compensation 2025 versée par la communauté d'agglo, GPS, est identique à 2024, donc en diminution en euros constants. La non-revalorisation depuis 2016 faisant perdre plus de 5 millions d'euros de recettes annuelles. Je vais expliciter tout ça.
Quant à la politique de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, que je vais appeler par la suite la GEMAPI, hein, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Elle est toujours payée 2 fois par les contribuables. À travers l'impôt communal, par la diminution de l'attribution de compensation versée par GPS à la ville, et une deuxième fois par la taxe GEMAPI, perçue par la communauté d'Aglo, le maire se refusant apparemment à faire valoir l'intérêt de Corrières-Essonnes et de ses habitants auprès de l'intercommunalité. Alors, quelques commentaires pour bien comprendre de quoi il s'agit. En 2016, Corrières-Essonnes a été intégrée dans la communauté d'Aglo Grand Paris Sud. Le maire Jean-Pierre Bechter n'a pas eu beaucoup de choix, compte tenu du fait que c'était une démarche volontariste de l'État et que, encore une fois, le choix n'a pas été laissé aux communes d'adhérer ou pas. C'est pour ça qu'on parle d'intercommunalité, mais je préfère, moi, parler de supracommunalité. Donc je pense que le maire Jean-Pierre Bechter s'est dit, eh bien, essayons de sauver ce qu'on peut sauver, et puisque nous sommes privés d'autonomie politique par l'intégration de force dans cet organisme supracommunal, essayons au moins de faire de telle sorte qu'on en tire des avantages pour le budget communal. Il est vrai qu'il y a, notamment en matière d'entretien, beaucoup à faire dans cette ville où les établissements publics sont nombreux. Donc les conditions dans lesquelles Corrières-Essonnes a été intégrée à GPS ont été telles que des gros équipements qui étaient communaux sont devenus communautaires. C'est le cas par exemple du stade nautique, du palais des sports, du théâtre. Et il est clair qu'il était bon pour le budget de Corrières-Essonnes que ces gros équipements soient transférés à la communauté d'agglomération. Par contre, nombre d'autres équipements, y compris ayant une dimension intercommunale, n'ont pas été repris par l'ACA. Je citerai par exemple le centre de santé qui est resté communal, sachant que je ne sais pas bien où on en est aujourd'hui, pardonnez-moi, enfin il y a quelques années, 60% des dossiers médicaux du centre de santé correspondaient à des patients n'habitant pas Corrières-Essonnes. Donc pour tenir compte de ce fort niveau d'équipement de Corrières-Essonnes à disposition de l'ensemble des populations, ont été définies des attributions de compensation. C'est-à-dire que le budget de GPS compense en quelque sorte les dépenses inhérentes aux budgets communaux correspondant à la gestion de ces équipements publics qui sont partiellement de nature inter- ou supracommunale. C'est comme ça qu'en 2026, un total de 67 millions d'euros a été voté par GPS, correspondant à l'ensemble des attributions de compensation versées aux 23 communes qui composent la communauté d'Aglo. Et la ville de Corrières-Essonnes a réussi, à l'époque, ce qui était très bien, à faire valoir que l'attribution de compensation de Corrières-Essonnes serait de 27,3 millions d'euros. Donc 40% de la totalité des attributions de compensation. Mais il y a eu une série d'évolutions par la suite qui ont été les suivantes et qui ont réduit l'intérêt de cette approche financière, et vous allez comprendre pourquoi. Il y a d'abord eu des lois, je ne vais pas vous ennuyer avec les sigles, en 2014 et 2015, qui ont créé la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, par les établissements publics de coopération
à fiscalité propre, comme GPS. Donc GPS a finalement pris cette décision et au 1er janvier 2018 est entré en application le fait que cette compétence GEMAPI était exercée par GPS. Et ça s'est traduit en 2018 par une diminution de 2,2 millions d'euros de l'attribution de compensation de l'agglomération au budget communal. Donc, en clair, le budget de Corbeil-Essonnes, en 2018, a perdu 2,2 millions de recettes. Une paille. Et dans les 2,2 millions de recettes, il y avait plus d'1,7 million correspondant à la GEMAPI, le reste correspondant à la gestion des eaux pluviales. Donc, l'attribution de compensation a été ramenée à 25,4 millions d'euros. Jusque-là, pas trop de scandales. Sauf qu'il était anormal de faire supporter dans de telles proportions la politique de gestion des rivières, par exemple, qui ont cours d'eau, pardon, Seine et Essonne, surtout Essonne, qui ont une dimension intercommunale. Mais bon, je dirais que ça ne changeait rien pour le contribuable de Corbeil-Essonnes. Mais là où les choses ont empiré sérieusement, c'est qu'en septembre 2021, GPS a créé, puisque entre-temps, il y a eu une évolution institutionnelle au niveau national qui a fait que les communautés d'agglomération ont eu la possibilité de créer une nouvelle taxe. Vous savez bien qu'on est dans un pays où on n'augmente jamais les impôts, on se contente de créer une nouvelle taxe. Hein? Et c'est ce qu'a fait GPS. Et au 1er janvier 2022, a été instituée une nouvelle taxe qui s'appelle taxe GEMAPI. Moi, je vois que ça fait réagir hein, dans les téléphones. Donc, nous créons la nouvelle taxe GEMAPI. Pourquoi pas? Dans la démarche, la création de cette nouvelle taxe était plus conforme à la notion de solidarité intercommunale, puisque payée par les contribuables des 23 communes, et pas seulement par les contribuables des 2 ou 3 communes riveraines des cours d'eau. Sauf que, pour que ce principe de solidarité s'exprime véritablement, encore eût-il fallu que cette diminution préalable dans l'attribution de compensation de GPS à Corbeil-Essonnes fut supprimée. Et pourquoi j'écris, ce qui n'est démenti par personne d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, que le contribuable de Corbeil-Essonnes paye 2 fois la même chose, c'est qu'il paye cette nouvelle taxe GEMAPI et il continue à payer via l'impôt local, car ces 2 200 000 euros qui sont prélevés par la diminution de l'attribution de compensation, c'est une recette en moins dans le budget communal, qui est alimentée par l'impôt local. Donc, indirectement, les Corbeil-Essonnois payent 2 fois cette politique GEMAPI. Et encore une fois, ce ne sont pas des détails, c'est en millions d'euros que les choses s'évaluent. Et il est surprenant, là encore, que le contrôle de légalité n'ait pas réagi depuis 2018 et en particulier depuis 2022 par rapport à la diminution de l'attribution de loi, mais surtout depuis 2022 par rapport au fait qu'on paye 2 fois la même chose. GPS a 2 recettes, en clair, je formule les choses d'une autre manière pour être tout à fait clair, GPS a 2 recettes pour une dépense. Pour la dépense GEMAPI,
le GPS a deux recettes, ce qui n'est pas versé aux communes, et en particulier à Corbeil-Essonnes, et deuxièmement, le produit de la taxe nouvellement créée. 2016, je l'ai rapidement évoqué en citant ma première lettre ouverte, c'est que depuis 2016, il n'y a eu aucune actualisation de ces attributions de compensation. Or, de 2016 à 2025, le taux cumulé de l'inflation, il est de l'ordre de 22%. Donc, les pertes financières sont les suivantes. Les pertes annuelles, elles sont de quasiment 8 millions d'euros par an pour le budget de la ville. 6 millions parce qu'il n'y a eu aucune actualisation, et 2 millions d'euros, tout ça, j'arrondis, par rapport à la retenue d'attribution de compensation liée à la politique GEMAPI. Depuis 2016, c'est plus de 30 millions d'euros qui ont été perdus pour le budget communal. Là encore, j'ai beau écrire ça, saisir les élus, le maire de Corbeil-Essonnes, ça a l'air de le laisser complètement indifférent. Je rappelle éventuellement qu'il est vice-président de la communauté d'agglomération, le maire de Corbeil-Essonnes, et qu'il est en plus premier vice-président du SIAR, ce qui finalement, pour le compte de Grand Paris Sud, gère les cours d'eau qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, politiquement, certains pourraient me chercher des coups dans la tête, ce qui d'ailleurs est peut-être plus confortable que dans celle du maire adjoint chargé des finances. Quant au fait que finalement les responsabilités politiques de cette situation sont largement partagées. Il n'en est pas véritablement ainsi. L'érosion monétaire 2016-2019, elle a été que de 2,85%. 3,95 dans l'absolu, mais en 2019, c'est la seule année où il y a eu une revalorisation par application du taux d'inflation de cette attribution de compensation. Je neutralise 2020, qui politiquement est une année délicate, celle du changement celle des élections, celle du changement de municipalité. D'ailleurs, le budget 2020 a été voté au mois de juillet, sans parler du Covid et de toutes ses conséquences. Et de 2021 à 2025, par contre là, l'érosion monétaire, elle est de l'ordre de 18%. Mais ce qui est d'autant plus inquiétant dans cette affaire, par rapport à l'approche communale, c'est que non seulement il n'est pas tenu compte des arriérés, il n'est pas tenu compte de ses pertes, mais que même, quelque part, on les encourage. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il a été commis, en septembre 2023, une N+1 étude, qui n'a d'ailleurs jamais été communiquée aux élus, qui n'est connue que de quelques initiés à la municipalité, une étude confiée à un bureau d'études appelé FCL, de prospective financière. Eh bien, qu'est-ce que dit le bureau d'études et ce qui est validé par la municipalité? Le maintien de l'attribution de compensation à 25,4 millions d'euros jusqu'en 2027. Donc on fait comme si il n'y allait pas y avoir d'inflation, donc de perte de capacité financière en 2025, 2026, 2027. C'est pas la peine que je vous parle de l'actualité internationale, des bourses qui sont en train de se casser la gueule et
de la surtaxation tous azimuts, qui risque de se traduire par des taux d'inflation extrêmement importants, eh bien, on garde en euros courants la constance de cela, c'est-à-dire qu'on continue, et on va continuer à perdre de l'argent.